faut avoir envie de changer. Franchement, si on n'a pas envie de changer, il se passe strictement rien. Bonjour, je suis Thierry Régnier et vous écoutez C'est le chemin qui compte. Le podcast qui permet à chacun d'entre nous de libérer son potentiel et de devenir qui nous sommes vraiment. Chaque épisode est l'occasion de partir à la rencontre d'invités singuliers, connus ou non, jeunes ou moins jeunes, pour explorer leur chemin de transformation et nous inspirer dans notre propre quête de changement. Chemin faisant, nous plongerons ensemble dans les coulisses de leur voyage. Les défis surmontés, les victoires célébrées, les expériences marquantes, les rencontres déterminantes et les leçons apprises. Bref, toute chose qui nous rappelle que plus que la destination, c'est le chemin qui compte. Aujourd'hui, je reçois Gaëlle Gauthier, facilitatrice, consultante en transformation des organisations et coach. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Alors Gaëlle, en parcourant ton chemin, on a le sentiment d'observer un kaléidoscope riche en rebondissements et en découvertes. Tu es née à Grigny dans l'Essonne, au sein d'une famille de classe moyenne avec un père entrepreneur et une mère au foyer. Ta relation spéciale avec ta sœur jumelle a joué un rôle important dans ton parcours et en particulier dans ton enfance où ensemble vous vous soutenez mutuellement, ce qui va te permettre notamment d'exceller à l'école dans tes études. C'est ainsi que tu rentres à HEC sans véritable conviction. Très rapidement, ton expérience est assez décevante. Tu détestes le côté clanique et communautariste, éloigné de tes valeurs de diversité et d'inclusion. Bref, ton côté rebelle commence à pointer le bout de son nez. Tu ne veux pas être aliéné par l'argent et tu préfères la liberté à la sécurité. Tu finis tes études et comme beaucoup, tu ne sais pas trop quoi faire. Pourtant, petite, tu avais 3 rêves. Comprendre les mystères du ciel en devenant météorologue, explorer la science médico-légale en tant que médecin légiste et devenir entrepreneur en plongeant dans le monde des affaires. Et comme tu le dis, quitte à participer au grand cirque de la vie, autant être les 2 pieds dedans. C'est donc ce dernier chemin que tu choisis d'emprunter. Tu débutes en audit, sans grande passion, mais là encore, la rebelle réalise rapidement que ce monde n'est pas pour toi et tu en sors rapidement. Tu te questionnes et tu réponds à 2 annonces d'emploi, une pour le ministère de l'Éducation nationale et l'autre chez Leroy Merlin. La pièce tombe du côté bricolage et tu troques tes escarpins pour les chaussures de sécurité de la grande distribution, le choc des cultures. Chez Leroy Merlin, tu cherches ta voie, en participant d'abord avec fierté à la sortie de terre du magasin d'Ivry-sur-Seine en 2004, puis en apportant progressivement ta touche personnelle. Tu vas par exemple pendant plusieurs années proposer des expositions d'art contemporain dans le hall du magasin, en tentant de réconcilier 2 mondes qui sont en apparence opposés. Tu passes 16 ans chez Leroy Merlin comme dans une forme de léthargie, mais c'est en 2013 que tu commences à te réveiller, grâce à la découverte du coaching qui, selon ton expression, te permet de te décrasser le cerveau et de te révéler. Tu arrêtes de fumer, tu perds 14 kilos en 18 mois, tu as l'impression d'être sous hypnose et de ne faire enfin que ce qui est bon pour toi, ton corps et ton esprit. Tu expérimentes, tu découvres, tu explores et ces envies ne t'ont jamais quitté depuis. Tu quittes le salariat et te lances dans l'entrepreneuriat, d'abord en tant que formatrice en développement personnel, puis tu te formes et deviens coach et fondes O-Coaching en 2016 pour, selon ton slogan, révéler les talents et libérer les énergies individuelles et collectives. En marge de ces activités, tu as également entrepris un voyage d'exploration personnelle à travers la systémie et le tantra pour découvrir de nouvelles façons d'aborder la vie et les relations humaines. Gaëlle, ton histoire est un rappel puissant de la capacité de transformation qui réside en chacun d'entre nous et j'ai hâte, avec nos auditrices et auditeurs, de parler de ton chemin et de la détermination qui est la tienne de vivre une vie authentique et épanouissante. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Gaëlle, j'ai envie de te faire réagir sur le chemin que je viens de retracer. Qu'est-ce que ça évoque pour toi et qu'est-ce que tu ressens en revisitant ce chemin ? Moi, je le trouve chouette, dit comme ça. Je le trouve plein d'expériences et je le trouve riche et je le trouve plein de couleurs. Donc, merci de ta traduction de mon parcours. C'est vraiment sympa, très agréable. Alors, Gaëlle, on l'a vu, ton chemin s'est beaucoup forgé sur le rejet, la rébellion. Et la première question que j'ai vraiment envie de te poser, une question un peu de curiosité, c'est est-ce que la rebelle vit toujours en toi ou est-ce qu'elle s'est assagie aujourd'hui ? Je crois qu'elle est encore là. Elle est encore là. Mais effectivement, elle n'a pas été qu'une amie, finalement, sur ce chemin. Parce que dans le fond, dans la rébellion, parfois, j'ai pu refuser des choses sans même en être consciente. Et c'était pas forcément, avec le recul, toujours une bonne idée. Parce que finalement, en étant rebelle, et en particulier dans les entreprises, c'est difficile de progresser hiérarchiquement parce que y a un sentiment de ne pas vouloir appartenir et donc d'être toujours un peu en marge. Et finalement, en particulier quand j'étais chez Leroy Merlin, j'ai été quand même un peu un électron libre. C'est pas toujours facile à vivre finalement. Donc elle est encore là, mais j'essaye quand même un peu de la mettre un peu en sourdine pour qu'elle puisse me laisser avancer.
Surtout qu'elle me laisse un peu avancer et en même temps, j'aime bien qu'elle soit là parce que c'est important pour moi, en fait, de pas accepter les choses, définitives et qui enferment. Et tu sais comment s'est formée cette rébellion, en fait, d'où elle provient? Quand on est, il y a des choses dont on hérite, hein. Je sais pas, l'éducation, il y a les gènes, ce que les parents ont raconté et puis après je ne sais pas, c'est peut-être le mystère de la vie en tout cas, parce que par exemple ma sœur jumelle est pas du tout comme moi, on se ressemble pas du tout. Alors après, j'ai parfois eu l'impression qu'on était un peu comme les 2 parties d'une pièce et que finalement, elle avait pris un côté, j'avais pris un autre côté et qu'à nous 2 on avait, probablement un peu toutes les facettes possibles. Donc moi j'ai pris la rébellion, voilà, c'est ça. Et elle t'a mené là où tu es aujourd'hui et quelque part, un chemin qui te convient? Je suis très contente de ce que j'ai fait. C'est juste qu'il faut faire avec, à la fois, les côtés, solaires et plus ténébreux de notre personnalité et la rebelle, comme toutes les traits de caractère, a son côté solaire et son côté un peu ténébreux et je vis avec. Alors Gaël, tu sais, ce podcast, il traite de transformation. Ton parcours en est riche, on l'a vu. Est-ce que tu peux partager avec nous ce que signifie pour toi peut-être ce concept de transformation et la manière dont toi, tu as procédé pour trouver ton propre chemin? Bah, en fait, la transformation, ça fait déjà penser à l'image du papillon finalement, et comment la chrysalide se transforme en papillon. Donc il y a quelque chose, d'assez, chouette, hein, et puis peut-être de réconfortant pour les gens qui sont encore en train de se poser des tas de questions. Que finalement, il y a tout un temps de préparation avant enfin d'ouvrir ses ailes et moi j'ai 56 ans maintenant, c'est assez agréable. Enfin, en tout cas, moi je me dis souvent que c'est le plus bel âge de la vie finalement, à partir de 50 ans, d'être détaché de, tout un tas de conformismes, d'obligations sociales, d'obligations familiales en partie et pouvoir enfin être soi-même, en sachant qui on est. Donc la transformation, c'est ça aussi, c'est aller vers qui on est et ça, c'est vraiment chouette. Et justement, en fait, aller vers qui on est, comment on procède, en fait? Ah ça, c'est C'est tout le vraiment thème du podcast, hein, oui, c'est oui, c'est libérer vraiment son potentiel et devenir qui on est vraiment. Donc, c'est vraiment un chemin. Je pense que, il y a des gens qui ont cette curiosité pour eux-mêmes et il y a des gens enfin moi je suis très frappée de gens qui ont 30 ans, qui sont déjà en train de se poser des questions, qui sont déjà en train d'explorer des chemins, qui sont déjà en train de se frotter à des expériences, avec les autres, et à sortir un peu, bon le mot est un peu galvaudé de leur zone de confort, mais pour aller voir un peu, faire d'autres expériences et voir un peu qui ils sont. Et curieusement, moi je pense qu'à un moment donné, on est prêt. C'est-à-dire que, c'est un peu comme la chrysalide, c'est-à-dire, il peut y avoir toute une phase en tout cas pour moi ça s'est passé comme ça, il y a eu toute une phase où j'avais l'impression que j'y arriverais pas, donc chez Leroy Merlin, c'est vrai que j'y ai passé 15 ans, c'était pas uniquement léthargique, mais en tout cas les dernières années, j'avais vraiment envie de partir. Enfin ça faisait, peut-être 6, 7, 8 ans que j'avais envie de partir et je savais pas comment faire et j'avais presque peur et je me sentais hyper immobile et j'avais l'impression que le monde, extérieur était, presque un peu hostile. En fait, je savais pas comment m'y prendre et puis finalement, à un moment donné, c'est une rencontre. Alors, il y a un déclencheur mais le déclencheur, il prend sa source probablement sur tout un tas de choses, en fait, qui se sont passées avant et de manière un peu étrange, à un moment donné, on est prêt et quand on est prêt, ben, plus rien peut nous arrêter. C'est tout à fait étrange et finalement, il y a une forme de peut-être de patience aussi, à accepter d'être dans des phases parfois qui sont parfois un peu lentes, tout en étant, tout en restant curieux, en fait, de la vie et des autres. Mais à un moment, c'est un peu magique, en fait, à un moment donné, tout devient possible et c'est génial, quoi. ouais, une forme d'alchimie, en fait, où à la fois, ta curiosité, ton exploration, ta volonté d'aller vers les autres rencontrent aussi les hasards du chemin, peut-être. Tu parlais de rencontres et on reviendra sur ce thème, effectivement, des rencontres, des influences qui t'ont aidé à façonner ton chemin. Mais tu dis que c'est un mix de ces choses-là qui t'aident à cheminer. Oui, 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 c'est vraiment, oui, en fait, c'est un mélange, en fait, de sagesse, d'expérience, de rencontres, de curiosité, d'envie. Enfin, l'envie compte beaucoup quand même, dans cette affaire-là. C'est-à-dire que je pense que les gens qui ont pas de désir et pas d'envie vont avoir du mal à se transformer. Il y a quand même derrière le mot transformation quelque chose de très humain, de vouloir se dépasser, de faire autrement. Enfin, il y a quelque chose beaucoup dans le mouvement et le mouvement, enfin, en tout cas pour moi, c'est la vie.
Justement, sur ce chemin, dans quelle mesure, toi, tu as le sentiment de t'être rapproché? On en parlait de qui tu es vraiment, en fait, et comment tu as opéré ce rapprochement? Est-ce qu'on parle de vocation? Est-ce que c'est les hasards du chemin? Est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui d'être plus toi-même que tu ne l'étais il y a encore quelques années? Ah oui, non, mais c'est impressionnant. En fait, moi, quand j'ai commencé vraiment à bouger, bah, après je vais peut-être revenir sur comment moi j'ai bougé parce que finalement, c'est ça qui est intéressant, mais j'ai souvent dit que j'avais, commencé à écrire avec la main gauche avant d'écrire vraiment avec la main droite. Parce que moi, en fait, donc j'ai commencé, comme tu disais, dans l'audit, donc dans des matières financières. Après, j'étais contrôleur de gestion alors que je déteste le contrôle, vraiment. C'est tout ce que je déteste. Enfin, vraiment, je déteste le contrôle, je déteste la contrainte, je n'aime que la liberté. Bon, et donc, je savais pas trop ce que j'allais faire, donc j'ai commencé un peu classiquement, ce qu'on fait quand on sort d'HEC dans l'audit et tout ça. J'ai passé 6 ans. Chez Leroy Merlin, j'ai commencé déjà à prendre effectivement, un bon chemin, un bon biais là, parce que j'avais envie d'être dans le concret, d'être dans la vie, et je trouvais ça assez génial, de travailler dans un magasin de bricolage où les gens viennent pour améliorer leur intérieur finalement. Améliorer son intérieur, c'est la maison, mais c'est aussi soi, parce que dès qu'on touche à la maison, on touche à soi. Et je trouvais ça très joyeux et très vivant. Et puis après, c'est vrai que j'y ai passé beaucoup de temps. Chez Leroy Merlin, à l'époque, ils avaient, commencé à utiliser pas mal de facilitateurs dans leur manière de mener des réunions, et cetera. J'ai commencé à faire de la facilitation, j'ai trouvé ça magique. Et puis après, c'est vraiment des hasards. En fait, après, je me suis fait coacher quand j'étais chez Leroy Merlin. Et ce coaching, ça a été le démarrage, c'était il y a à peu près un peu plus de 10 ans. Ça a été, oui, effectivement, une séance de décrassage de cerveau en règle. Et c'était un stage d'une semaine, basé sur l'élément humain, entre autres choses. C'est là que j'ai découvert que, les thérapies pouvaient aussi être des thérapies corporelles et ne parlaient pas qu'à l'esprit et parlaient aussi aux émotions. J'ai trouvé ça absolument génial. Et quand je suis sortie de ce stage, j'ai eu l'impression, enfin, de me réveiller d'un long sommeil de la Belle au bois dormant. Enfin, c'était vraiment, vraiment fou. Et puis, Et sur ce point, si on peut faire juste une petite parenthèse, est-ce que tu penses que si tu n'avais pas eu accès à cette opportunité, la chrysalide n'aurait pas éclose? oui et non, parce que je pense que quand on est prêt, les choses arrivent. En fait, c'est toujours un peu ça, hein. Finalement, et je prends beaucoup d'analogies de couple et d'histoires d'amour, hein, c'est un peu ma manière d'être, mais par exemple, il peut y avoir, un homme, une femme qui ont envie de rencontrer un partenaire et qui disent: «Oui, je rencontre personne, c'est bizarre et tout ça», mais en réalité, ils sont pas prêts, ils regardent pas ce qui se passe, ils regardent pas autour d'eux, ils vont en soirée, ils regardent pas les gens, ils marchent dans la rue, ils regardent pas les autres et donc évidemment, il se passe strictement rien, quoi. Et puis le jour où ils sont prêts à rencontrer quelqu'un, à prendre ce risque, et bien d'un coup, bah, ils voient que les autres les regardent, ils voient des attirances, il y a des possibilités de dialogue, de rencontre, de contact et c'est ça qui se passe et je pense que moi, en tout cas, quand j'ai été prête à bouger, forcément, ça devait se sentir peut-être dans ce que je disais et les gens que je rencontrais, quand ils me parlaient, je m'intéressais à ceux qui avaient fait des expériences qui m'intéressaient et en particulier par rapport au coaching, par rapport à ce stage que j'ai fait à l'époque. Ça m'a été conseillé par quelqu'un parce que cette personne savait que je m'y intéressais donc ça vient en fait, ça vient en cheminant en fait, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée et puis à la suite de ça, j'ai fait un stage absolument génial, qui s'appelait l'art de la présence avec, une personne qui s'appelle Patrick Faure, absolument cher à mon cœur et dans l'art de la présence, c'était pendant 5 jours apprendre, à être présent à soi, et ça passait par le corps et il y avait de la danse et ça commençait par, comment je peux être présent à moi? Comment est-ce que je peux être présent aux autres? Comment est-ce que je peux choisir d'ouvrir ou de fermer? Et c'était une expérience, absolument incroyable. Enfin, j'ai renoué avec le mouvement, avec le contact, et c'était fou. Donc c'était fou et c'était vraiment voilà, c'était le démarrage de tout, en fait, il y a 11 ans. Ok. Ouais, donc il y a quand même une phase d'introspection importante qui t'a permis de reconnecter avec toi-même, comme tu le dis, et de te rapprocher de qui tu es vraiment. Même si on a le sentiment aussi que tu dis l'univers finalement concourt à cette transformation et à un moment donné, on sait qu'on est prêt. Mais il faut aussi y mettre un petit peu de soi. Ah mais c'est sûr, enfin, il faut avoir envie faut avoir envie de changer franchement, enfin, si on n'a pas envie de changer, il se passe strictement rien.
Est-ce que toi, tu as des trucs à donner à nos auditeurs, à nos auditrices pour se donner cette envie? Parfois, on est juste dans une forme d'apathie, on n'a pas nécessairement cette envie, mais on sait qu'on n'est pas à notre place, on sait qu'on n'est pas en équilibre, on sait qu'on n'est pas épanoui. Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, pour se donner envie de se transformer? En fait, je sais pas si on peut se donner envie de se transformer. En réalité, je pense qu'il y a des gens qui ont envie de se transformer et ils le portent et d'autres qui n'en ont pas envie. Par contre, il peut y avoir des gens qui ont envie de changer des choses, mais qui ont peur et qui savent pas comment faire. Et c'est ceux-là qu'on peut aider vraiment, nous, dans notre métier, dans le fond. C'est-à-dire les accompagner à oser, finalement. Enfin, les accompagner peut-être pour réduire les peurs, pour qu'ils puissent faire des expériences et qu'ils puissent constater par eux-mêmes que ça fait pas si mal que ça de changer. Mais le désir profond, j'ai l'impression qu'on l'a ou on l'a pas. Enfin, c'est un peu triste à dire, mais parce que franchement, le changement, ça fait peur. Donc, c'est assez normal que parfois les gens restent comme ça dans une forme de sécurité. Mais le désir, enfin voilà, on l'a ou on l'a pas. Après, Ouais, c'est l'audace en fait. C'est sur l'audace qu'on peut accompagner les gens, nous. On peut pas accompagner les personnes à avoir du désir. d'accord. Enfin, c'est ma conviction. Mais plus quand le désir est là, vraiment à oser Voilà. À révéler ce oser, désir. oui, à oser passer à l'acte, à oser faire des expériences, enfin, et puis avoir peut-être un espace pour lâcher ces peurs-là, pour se libérer de ces peurs et puis pour avancer. C'est vraiment ça qu'on peut faire. Mais créer du désir, non, on peut pas faire. Tu parlais beaucoup de recherche, d'exploration, pas de systémie, de tantra. Mmh? Je voulais savoir si toi, tu avais développé justement des rituels, des habitudes, ou est-ce que tu as eu des influences sur ton parcours, sur ton chemin, Ah des oui. rencontres qui t'ont accompagné justement et qui t'ont permis de devenir qui tu es aujourd'hui? Ah oui, oui, c'était assez extraordinaire parce que donc je reviens à il y a 11 ans, quand j'ai fait ce stage, l'art de la présence et donc là, je me suis retrouvée à danser et ça, c'était vraiment extraordinaire. Il faisait très chaud, on était sous une tente, l'été et puis on dansait, avec de la percussion, des musiques live et tout ça et puis je sais pas, il faisait hyper chaud, on transpirait et d'un coup, je me suis rendu compte que le regard des autres ne m'importait pas, que je que ce qui m'importait, c'était la joie d'être en mouvement, enfin vraiment ça et c'est tellement libérateur. C'est tellement libérateur et hem et ensuite, ben, à peu près 1 an après, j'ai commencé à pratiquer la danse libre, au départ de la danse des 5 rythmes et ça une pratique merveilleuse, vraiment merveilleuse parce que, Tu peux nous en parler? oui, oui, mais oui, bien sûr, c'est donc la danse des 5 rythmes, ça a été, inventé par Gabriel Roth dans les années 70 et c'est une pratique de méditation en mouvement et donc comment ça se passe? On danse des vagues énergétiques. On passe par 5 rythmes. On passe au départ par la fluidité, qui est une danse comme ça où on est un peu invité à la rondeur, avec des énergies un peu yin. Ensuite, on passe au staccato, qui sont des mouvements, comme son nom l'indique, plutôt un peu hachés, de direction. Donc on est plus dans des énergies un peu yang. On passe, par le chaos, où là, on est invité à se secouer dans tous les sens et à secouer toutes les cellules de son corps. Et donc, c'est quelque chose un peu du mouvement, comme une forme de résurrection. Et une fois qu'on est, donc après tout ce mouvement-là, on renaît à soi-même. On passe par le lyrique, qui a un rythme comme ça, un peu plus sautillant, un peu plus léger, un peu plus joyeux, un peu plus dans le jeu aussi, pour arriver jusqu'au stillness, qui est la dernière phase d'immobilité. Et ce qui est assez génial avec cette pratique, c'est que d'abord, ça se fait en groupe. C'est une pratique, on peut danser seul, on peut danser en duo, on peut danser en tribu. Donc c'est absolument incroyable. Comme c'est de la danse libre, il y a pas de mouvement imposé, donc c'est ultra créatif. Et on vient de travailler tout ce qui, à mon avis, est essentiel dans la vie. Finalement, c'est dans le rapport aux autres. C'est déjà, je ne me juge pas, je me moque du regard des autres, je me moque de savoir si ce que je fais c'est beau ou pas beau. Et les autres, en fait, enfin, je les juge pas non plus. Donc on est tous en train de danser, simplement de se libérer. Et quand on est invité à danser en duo, il y a toujours cette question de est-ce que je choisis? Est-ce que je me laisse choisir? Et quand est-ce que je dis oui et quand est-ce que je dis non? Qui est, enfin, finalement, l'essentiel de la vie, enfin, de la vie en société. C'est-à-dire, dans la vie, quand est-ce que je dis oui? Quand est-ce que je fais des demandes? Quand est-ce que je me laisse choisir? Quand est-ce que j'attends? Enfin, c'est extraordinaire. Et ça, enfin, moi, ça fait 10 ans que je danse. Enfin, j'ai jamais arrêté. Quand j'ai trouvé ça, j'ai jamais arrêté. Enfin, c'est extraordinaire. Et donc, il y a cette pratique,
qui est vraiment soutenante parce que c'est des pratiques où finalement on lâche un peu toutes les difficultés du quotidien. Enfin, ça fait un bien fou. Alors le sport aussi, bien sûr, hein, pour le côté adrénaline, mais là, en plus du côté énergétique, dépense d'énergie, il y a ce côté d'être avec les autres, ce côté joyeux, ce côté de construction. Enfin voilà. D'accord, bah, tu nous as convaincus. Et enfin, pour toi, les grands bénéfices, c'est quoi Bah, dans de c'est la vitalité, c'est renouer avec sa vitalité fondamentale, et avec les autres, vraiment avec les autres. Ça, c'est fondamental aussi. J'ai fait aussi un peu de biodanza, qui a aussi été inventé dans les années 70, où là, c'est pareil. Moi, quand j'ai commencé, à faire de la biodanza, c'est aussi une pratique pour renouer avec sa vitalité intérieure. C'est extraordinaire, en fait, de renouer avec le contact physique avec les gens. Le fait enfin quand je dis se toucher, c'est-à-dire poser sa main sur l'autre, rentrer en contact en fait dans cette société où finalement on est devenu un peu enfin des corps sans vie, en tout cas Ouais. on est devenu surtout des cerveaux, et finalement dans une ville, enfin des grandes villes comme Paris ici, finalement presque limite on voit pas passer les saisons. En fait, on vit de la même manière, que ce soit l'automne, l'hiver, le printemps ou l'été, alors que finalement, notre rythme biologique, bah, c'est de ralentir l'hiver, d'être un peu chez soi. Bah, justement, l'hiver, c'est la saison où on va préparer le printemps. On prend ce temps avant que tout repousse, un peu comme la chrysalide et le papillon. Il y a des moments où on a besoin, en fait, un peu de se poser, et le fait de danser, d'utiliser son corps, c'est une manière de redonner vie à ce qui fait qu'on est vivant. Finalement, Ouais. c'est bien le corps, l'esprit, la respiration. Ouais, donc se resynchroniser avec le vivant, rentrer en congruence avec soi-même, être plus à l'écoute de C'est soi-même et des autres et de son environnement. c'est fondamental, et puis c'est surtout c'est le côté vivant, c'est le côté vraiment renouer avec sa vitalité. Enfin voilà, c'est ce qui fait qu'on est totalement et pleinement humain, avec tout ce qu'on est. Donc tout le monde se met À la danse libre, à la biodanza, à l'open floor, en tout cas avoir une activité physique où le corps est en mouvement pour libérer un peu le cerveau, c'est quand même assez fondamental. Alors Gaël, on l'a vu sur ton chemin, il n'a pas été linéaire, donc j'imagine qu'il y a eu aussi des moments de doute, d'incertitude, notamment dans ton parcours de transformation, peut-être lié à des critiques ou des jugements que tu as pu recevoir. Est-ce que toi, tu peux nous parler un petit peu de ces moments et comment tu les as adressés, contournés? En fait, quand je suis partie travailler chez Leroy Merlin, j'ai eu l'impression de faire un virage à 180 degrés. Tellement, finalement, cet environnement de bricolage, en plus en uniforme, enfin bon, moi j'ai l'habitude de dire que je suis passée du tailleur collier de perles, à l'uniforme Leroy Merlin, jeans et chaussures de sécurité, donc c'était quand même un peu particulier. Et là, ce qui était assez bizarre pour moi, et c'est vrai que peut-être parfois, j'ai eu un peu de mal à l'assumer, dans le fond, c'est que, après avoir fait HEC, une grande école, et puis, être destinée à des carrières, bon, je vais pas dire forcément prestigieuses, mais, en tout cas, avec un haut niveau de revenus et un haut niveau social, on va dire, c'est vrai qu'aller travailler en magasin chez Leroy Merlin, c'était quand même un peu particulier. Et souvent, même si j'étais très contente de l'avoir fait et que chez Leroy Merlin, c'était très joyeux et que j'étais très contente, en fait, de m'être approchée de valeurs qui étaient plus les miennes, en particulier ce côté ascenseur social qu'il y avait chez Leroy Merlin, et puis ce côté vivant, en fait, vraiment, et puis concret, ouais, vraiment, vraiment ça. J'ai, en fait, développé un fort complexe d'infériorité sociale, et pendant tout un temps, quand j'allais dans les soirées, enfin dans les anniversaires de promo, j'avais quand même un peu de mal à dire ce que je faisais. Enfin, c'était vraiment difficile pour moi, vraiment. J'ai mis du temps, ouais, j'ai mis du temps à l'assumer, et aujourd'hui, je pense, en tout cas, quand moi j'accompagne des gens, qui se posent des questions sur leur parcours, je pense que la première sagesse, c'est de se réapproprier son parcours, et d'être fier, en fait, de ce qu'on a fait, et d'être, aligné avec les choix qu'on a faits. Et les choix qu'on a faits à un instant T, il y a 20 ans, on les a faits parce qu'on était comme on était il y a 20 ans. Et on peut pas forcément le regarder avec les yeux d'aujourd'hui. 20 ans après, j'ai changé, j'aurais peut-être fait d'autres choix, j'ai plus d'audace, mais en tout cas, voilà. Se réapproprier son parcours, mais ça, c'était pas facile. Et puis après, quand j'ai quitté Leroy Merlin et donc quitté le salariat, pour me former donc au coaching et puis devenir indépendante,
C'était très étrange. C'est-à-dire qu'après avoir eu vraiment si peur, enfin, avoir eu l'impression que je pourrais jamais en sortir, que je saurais pas quoi faire, d'un coup, la question ne se posait pas. C'est-à-dire, je pense que je me posais plus de questions. C'est-à-dire, j'avais plus peur de rien. Et après, effectivement, enfin, le métier d'indépendant, de coach indépendant, c'est un métier, évidemment qui offre une liberté, hyper intéressante d'organisation personnelle mais c'est à la fois difficile parce qu'effectivement, je suis responsable du chiffre d'affaires que je ramène, la démarche commerciale n'est pas la chose la plus aisée, chez, les coachs, en tout cas tous ceux que je connais et donc il y a un peu peut-être la peur, en fait, de pas y arriver, la peur de pas gagner assez d'argent, de pas pouvoir payer son loyer, enfin. Et quand tu es confronté à ça, justement, comment tu adresses ça? Comment tu dépasses, en fait, ces peurs, ces doutes? En ce moment, je suis dans une phase, de grande confiance. Il n'y a pas grand-chose qui me fait peur. Je me dis j'ai l'impression d'être à nouveau dans cette espèce de phase de préparation à quelque chose qui va arriver, vraiment et donc je suis, à la fois, consciente que cette phase un peu calme que je vis en ce moment, c'est une préparation à quelque chose qui va arriver et je le vois avec beaucoup de confiance. Calme qui Donc précède la tempête. oui, je sais que ça va arriver. Donc je suis très confiante, en fait, après, parfois c'est vraiment difficile, quoi. Enfin, je veux dire, parfois on a mal au ventre, parfois, c'est hyper angoissant et puis mais c'est un métier qui n'est pas linéaire, en fait. C'est un métier, où parfois on travaille beaucoup et parfois on travaille pas beaucoup. Et donc c'est une forme d'acceptation de ce risque-là, hem et c'est l'expérience qui montre que finalement ce sont des phases et puis après, enfin je sais pas, il y a même en étant coach indépendant, en fait, moi je travaille beaucoup avec les autres et donc on se soutient, on échange, peut-être on peut s'apporter aussi des affaires, on travaille ensemble, et donc on se soutient pour passer les moments où c'est parfois un peu plus difficile. Bah, ce que je retiens et je trouve vraiment intéressant, c'est par rapport au passé, se réapproprier son passé et sa narrative sur le passé, faire la paix finalement avec son passé pour mieux vivre avec lui, comme dirait Charles Pépin, bien apprendre à vivre avec son passé. Et puis sur le présent, dans les moments de doute du présent, faire marcher aussi la solidarité, c'est-à-dire on n'est pas seul. Il y a beaucoup de gens autour de nous, l'écosystème qui peuvent nous aider à dépasser ces peurs, ces doutes, ces incertitudes, pour continuer à progresser, à cheminer. On n'est pas seul, quoi. Ah mais jamais, enfin moi en tout cas ça c'est ma grande fierté. Donc moi je suis indépendante, donc comme son nom l'indique, je travaille seule, mais je travaille jamais seule en fait et je travaille tout le temps avec des partenaires. C'est vraiment génial parce que c'est effectivement de la diversité qu'on s'enrichit et puis aussi parce que finalement, bah, les entreprises ce sont des collectifs et je trouve ça, extrêmement juste d'être un collectif face à un collectif et que du coup un collectif de coachs vive aussi la difficulté qu'il y a à travailler en groupe et que, étant conscient de cette difficulté et essayant de la dépasser, bah, en fait, on sait aussi ce que vivent nos clients, on sait ce que vivent les équipes et on n'est pas en train de dire que tout va bien dans le meilleur des mondes possibles parce que le collectif, c'est à la fois merveilleux et c'est à la fois extrêmement difficile à vivre. Gaël, est-ce que toi, tu peux parler de l'impact que ta transformation personnelle a eu sur toi-même dans un premier temps, mais aussi sur les autres, en fait, sur justement l'écosystème autour de toi? Ah là, ça m'émeut beaucoup ta question parce que, en fait, je pense à mes enfants et je me rappelle il y a quelques années, mon fils m'a dit et ça j'ai trouvé ça génial, il m'a dit: «Maman, tu vois, comme tu as changé plusieurs fois de travail, moi je sais que demain, si je veux changer, je pourrais». Et ça c'est un cadeau, quoi. C'est un cadeau parce que les jeunes aujourd'hui ont tellement l'impression, avec le choix des études, c'est devenu hyper dur, tout le monde dit que c'est difficile. Il y a Parcoursup, espèce de logiciel qui fait peur à tout le monde, en tout cas voilà et les jeunes sont persuadés, ils ont peur de choisir une voie en se disant: «Si on en choisit une, on va être enfermé dedans». Et donc en fait, moi, de montrer qu'on peut changer, que enfin c'est pas qu'on oui, que j'ai changé, que c'est possible, ça libère tellement, ça enlève tellement d'angoisse. Ça, c'est vraiment extraordinaire et au-delà de ça, je crois que dans le fond, en tout cas en coaching, évidemment, on a des méthodes, des outils et tout ça, mais évidemment, on coach d'abord et avant tout avec qui on est et finalement, les clients qui viennent nous voir, c'est les clients qui cherchent quelque chose, peut-être qu'on a travaillé nous-mêmes à l'intérieur de nous
On l'a résolu ou pas d'ailleurs, peu importe, mais et donc je pense que moi, dans ma manière d'être, par rapport aux valeurs de liberté et par rapport, peut-être à cette forme de confiance et d'optimisme et de mouvement, hem, les personnes qui travaillent avec moi viennent se nourrir aussi à ça, à cette possibilité de bouger, à cette possibilité de se libérer, à cette possibilité de changer, pas forcément de changer de vie, mais d'évoluer et donc ça marche dans l'écosystème, mais c'est aussi des choses en fait, ça fait partie presque de l'aura, enfin d'une certaine manière, enfin des qualités que moi je dégage et je pense en particulier aux femmes que j'ai accompagnées. Elles se disent: «Waouh!» Peut-être qu'elles imaginent en fait que j'ai réussi. En fait, évidemment, j'ai encore plein de travail à faire. Mais elles prennent ça, elles se disent: «Ah ouais, cette fille elle a réussi ça, donc moi aussi je peux y arriver» et ça les aide en fait, ça les porte. Ouais, donc quelque part, tu exemplifies le message, celui de la transformation. Et une précédente invitée nous disait, également coach, que souvent les clients viennent chercher des permissions chez les coachs. Donc la permission d'oser, la permission de se transformer, et que voyant ton exemple, ils se disent bah c'est possible, moi aussi je peux le faire. Oui, alors c'est des oui, alors des permissions, c'est un mot évidemment du coaching, mais sans rentrer dans les théories freudiennes, on parle aussi pas mal de transfert et tout ça. Il y a quelque chose de et puis d'identification. Il y a quelque chose qui se diffuse d'une possibilité et donc les personnes prennent appui sur ce qu'elles imaginent qu'on a réussi à faire et c'est ça qui les aide. C'est pas forcément nous, c'est ce qu'elles prennent de ce qu'on dégage et de ce qui les intéresse dans qui on est. Alors Gaël, toi, tu as beaucoup cheminé, comme on l'a vu. Quel conseil t'aurais à donner à quelqu'un qui cherche à entamer son propre chemin de transformation, qui n'est pas encore en chemin, ou peut-être quelqu'un qui a démarré le chemin, mais qui s'interroge sur comment cheminer, comment se transformer? Bah, d'abord, là, quand même, la première chose, se faire accompagner, c'est quand même génial. C'est quand même, c'est quand même la première chose à faire. Et alors, il y a plein de manières de le faire, hein. Vraiment, il y a plein de manières de le faire. Mais dans l'accompagnement, je pense individuel, d'avoir quelqu'un en face de soi à qui on peut parler, auprès de qui on peut déposer les idées qu'on a, les pensées qu'on a. On peut un peu vider sa tête, déposer quelque part et avoir en face de soi une personne qui va poser normalement des questions intelligentes pour aider à aller plus loin dans l'élaboration de ce qu'on veut faire. Ça, c'est quand même fondamental. Alors, il y a des gens qui y arrivent tout seuls. Moi, je crois beaucoup dans l'échange, évidemment. Enfin, voilà. Et puis, Donc, première chose, se faire aider. Alors, idéalement d'un professionnel ou de quelqu'un de confiance qui peut être finalement le miroir. oui, alors, Euh, mais il y a de l'individuel, mais il y a aussi du collectif, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut aussi, faire, un travail en collectif. Ça peut prendre différentes formes, hein, ça peut prendre, la forme, d'un séminaire, d'une semaine avec des gens, et ça, c'est génial aussi parce que dans le fond, ça permet de voir que les gens posent aussi des questions, parfois les mêmes, parfois différentes et puis avec les effets miroirs, de mieux comprendre qui on est, de mieux comprendre qui est l'autre avec cette chose extraordinaire d'acceptation, des autres et puis de se poser des questions et ça, c'est hyper puissant. Enfin, je pense en particulier, à quelque chose que j'aime beaucoup, je suis pas formée, mais tout ce qui est de l'ordre de la communication non violente, faire un séminaire de 3-4 jours de communication non violente, pour apprendre à parler de ses sentiments, pour apprendre à reconnaître ses émotions, pour apprendre à dire les choses, pour apprendre à faire des demandes, pour apprendre à recevoir des demandes, sont des éléments fondamentaux pour grandir. qui devrait peut-être même être enseigné à l'école. Mais oui, enfin vraiment, je pense qu'on a tous besoin, enfin, d'apprendre à vivre ensemble, vraiment. Enfin, être citoyen du monde, ça veut dire plein de choses, mais ça veut dire aussi, enfin, moi, j'appelle ça dans mon jargon à moi, mais être des personnes un peu saines relationnellement, un peu claires, qui savent, en fait, nourrir des liens qui soient des liens sains, dire des choses, parler, recevoir. Enfin, c'est vraiment fondamental. Donc, c'est vraiment, aller parler avec des personnes, soit dans des groupes, soit en individuel, c'est comme le début du chemin, enfin c'est fondamental. Gaël, on arrive à la fin de notre conversation. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas abordées qui seraient importantes pour toi de verbaliser ici sur ce podcast auprès de nos auditrices et nos auditeurs? À nouveau, c'est une question qui m'émeut. Moi, je crois beaucoup, oui, au fait de pas rester seul,
Enfin, je sais qu'il y a des gens qui se ressourcent en étant seuls, en lisant des livres, en faisant des choses, mais en tout cas, sortir, voir le monde, et surtout si on pouvait, parce que on s'est assagi, on s'est enrichi, parce qu'on se connaît mieux, parce qu'on accepte les autres. Pour moi, c'est vraiment ça, pour devenir en fait des citoyens du monde, mais pour un monde durable, pour un monde apaisé, pour un monde où on va avoir du plaisir à vivre les uns avec les autres. Et il y a des personnes en fait que je remercie de faire leur travail d'un point de vue écologique. Moi, j'ai envie de contribuer à faire en sorte qu'on soit meilleur pour nous-mêmes et meilleur ensemble. Et c'est vraiment pour ça que je fais ce métier. Est-ce que justement, tu parlais de la suite, à quoi ressemble la suite du chemin pour toi? Est-ce que tu l'as imaginé? Oui. Tu parlais effectivement que là, c'était un petit peu le calme qui allait précéder quelque chose de nouveau peut-être pour toi. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors en ce moment, je suis, comme tu l'as dit dans la présentation, je suis en train de donc me former à la systémie, qui est en fait encore une théorie qui a été inventée dans les années 60. Et en systémie, il y a plein de manières de travailler. Et en tout cas, c'est vraiment de la résolution de problèmes. Et au-delà, en fait, et je pense plutôt pratiques thérapeutiques, il y a tout un tas de thérapies qui existent. Et moi, si je pouvais contribuer par une pratique de thérapie systémique à aider les gens à résoudre leurs problèmes, je trouverais ça assez génial. Je suis en ce moment participante à un parcours de développement personnel en tantra qui est assez impliquant et qui me permet de comprendre encore des choses. Ça paraît fou en fait de... Tu peux nous dire en 2 mots Ah le oui, oui, mais tantra, de faire des ça demandes. Ah, le tantra, c'est une pratique spirituelle, corporelle et thérapeutique. Alors c'est du néo-tantra, hein. C'est une pratique où on vient travailler toujours ces mêmes questions de demande, de consentement, de rapport à soi et aux autres via le corps. Et donc, plutôt que d'être sur son canapé face à un psy à qui on va raconter à quel point c'est difficile de demander à son voisin s'il veut bien venir prendre un café, et ben là, en fait, on le fait, mais en groupe, par l'intermédiaire du corps et en direct. Donc, enfin, on gagne un temps juste, un temps fou, quoi. Donc, et moi, j'ai encore découvert récemment que finalement, alors que je suis la grande prêtresse de la demande, que moi-même, en fait, j'avais encore des progrès à faire sur la capacité à faire des demandes directes et pas des insinuations. Enfin, c'est fou, quoi. Je trouve ça vraiment incroyable. Et voilà, et je suis en train de préciser ce que je veux faire dans ma pratique professionnelle et de trouver des espaces collectifs pour travailler avec les autres. J'ai le sentiment que la dimension collective prend de plus en plus de place en fait dans ta réflexion et dans ta démarche d'accompagnement. Oui, sans doute. Enfin, en fait, d'abord parce que je pense qu'on n'est jamais seul, et puis j'aime bien cette idée aussi que quand on fait du collectif en entreprise, d'une certaine manière, avec et surtout en facilitation, hein, avec ce que les personnes pratiquent, apprennent d'elles-mêmes dans le cadre de d'ateliers, c'est aussi quelque chose qu'elles peuvent apporter dans leur vie personnelle. Et que ça peut les aider aussi peut-être à être plus, allez, on va dire clean relationnellement avec les autres. Et ça, c'est c'est vraiment le plus intéressant finalement. Et donc, je sais que demain, moi, je vais probablement mettre en place effectivement une activité donc de thérapie systémique stratégique. Et donc là, ça sera de l'individuel. Et puis, continuer à travailler avec les autres en accompagnement collectif dans les entreprises. Et je trouve que avec ça, l'équilibre sera parfait. Superbe. Alors Gaël, peut-être tu le sais que dans ce podcast, il y a une tradition. Avant de se quitter, je vais te soumettre au feu nourri de questions que j'appelle les questions mitraillettes. Alors, l'idée, c'est de répondre à un maximum de questions en moins de 2 minutes. Est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué ou influencé dans ta vie? Il y en a tellement. Je sais pas, je pense au Meilleur des mondes d'Aldous Huxley pour que jamais on arrive à ce type de monde où il y a plus de livres et plus de pensées. Et puis à Belle du Seigneur, Albert Cohen. voilà, pour la grande liberté de Belle quand elle marche sur le pont dans sa belle robe blanche. Est-ce qu'il y a une musique que tu écoutes en boucle en ce moment? Ah oui, j'écoute Leonard Cohen en boucle, sous toutes ses formes, et en particulier avec une chanson ultra triste qui s'appelle Blue Raincoat,
où en fait c'est une histoire d'amour, où il parle à l'amant de sa femme, c'est un truc de dingue. Que voulais-tu faire quand tu étais petite? Mais ça, on l'a dit tout à l'heure, j'avais envie au départ d'être médecin légiste ou météorologue. C'est vrai. Quel talent aimerais-tu avoir? Probablement, peut-être un peu plus de patience, mais... Quelle est ta plus grande force? Ah c'est ma vitalité. Qu'est-ce qui te donne le plus d'énergie, justement? Voir des gens. Quelles sont les 3 choses que tu emporterais sur une île déserte? Je partirais bien avec quelqu'un, j'apporterais un bon bouquin et de la musique. Quel est ton meilleur remède contre le stress? Ouais, s'arrêter et respirer. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir quand tu avais 20 ans? Que le tantra existait. Qu'est-ce qui t'énerve le plus? Les jugements. Les jugements normatifs, j'ai horreur de ça. Qu'est-ce qui te donne le plus d'espoir? Le partage. Comment aimerais-tu qu'on se souvienne de toi? Les gens prendront ce qu'ils veulent. Quel est le plus beau chemin que tu aies jamais emprunté? Voilà, je pense au chemin autour des îles Sanguinaires en Corse. Qu'est-ce que tu ferais si tu savais que tu ne pouvais pas échouer? Le métier que je fais aujourd'hui, Qu'est-ce que la femme d'aujourd'hui aurait envie de dire à la petite fille que tu étais à 10 ans? je lui dirais tranquillise-toi, tout va bien se passer. Et qui aimerais-tu entendre à ce micro pour le prochain épisode? Patrick Dugois, qui a été mon prof à HEC et qui était le directeur pédagogique et en particulier en charge du coaching d'organisation. Excellent. Merci beaucoup, Gaëlle, pour ton témoignage à la fois inspirant et émouvant. Et bon retour en vélo. Je sais que tu aimes beaucoup le vélo, donc bon retour chez toi en bicyclette. Merci Thierry. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de nous quitter, voici les quelques pépites que je retiens de la conversation avec Gaëlle. Premièrement, il n'y a pas d'âge pour se transformer. Un âge avancé permet même, en se détachant des obligations sociales et familiales, d'être davantage soi-même. Deuxièmement, de manière un peu magique, à l'image de la chrysalide et du papillon, le moment de la transformation peut arriver de manière inopinée. À un certain point, on sait qu'on est prêt, que maintenant est le bon moment et que rien ne peut nous arrêter. Troisièmement, quand le désir de transformation est là, osons passer à l'acte. Osons faire des expériences tout en nous faisant accompagner pour nous libérer de nos peurs et avancer. Quatrièmement, à l'image de la danse des 5 rythmes, dans nos vies, sachons décider des moments où c'est nous qui choisissons et des moments où nous nous laissons choisir. Des moments où nous disons oui et d'autres où nous disons non. Cinquièmement, avoir une activité physique telle que la danse libre, où le corps est en mouvement, peut nous permettre de libérer l'esprit et contribuer à une profonde exploration de nous-mêmes. Et enfin, pour trouver un meilleur alignement avec nous-mêmes, une première sagesse consiste à se réapproprier nos parcours, à être fiers de nos accomplissements et des choix réalisés en prenant garde au présentisme, c'est-à-dire de regarder nos choix d'hier avec nos yeux d'aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci à notre invité pour la qualité de son témoignage. J'espère qu'il vous a permis d'alimenter votre réflexion sur votre propre chemin de transformation. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité marquant, acteur ou témoin de la transformation. Entre-temps, vous pouvez retrouver les épisodes de C'est le chemin qui compte sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à partager vos avis, laisser des étoiles, à vous abonner et à en parler autour de vous et sur les réseaux. Chaque nouvel auditeur est une victoire. À très vite et n'oubliez pas, c'est le chemin qui compte. Alors bon chemin.